Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à une dizaine de kilomètres de Saint-Dié-des-Vosges, découvrir un village presque entièrement entouré de forêts. Direction La Bourgonce et ses près de 1000 habitants. Nous allons à la rencontre de Michèle Dubois, apicultrice passionnée avec qui nous ferons le point sur l'activité malgré le dérèglement climatique. En fin d'émission, focus sur la brasserie du Tonnet avec Julien Forini qui a fait de sa passion son métier en 2018. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Denis Huin, vous êtes maire de la commune depuis 2008. Alors les mandats s'enchaînent. Jamais de lassitude, toujours autant de passion pour ce village. Toujours autant de passion. Oui, ça me plaît, c'est un métier qu'on peut appeler un métier. C'est vraiment intéressant, c'est passionnant. À part qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que la fonction qu'au a un début. petit peu changé. Ça a changé. Les gens sont un peu plus agressifs. Quand ça ne va pas, tout devrait être parfait, mais bon, c'est pas facile. Comment vous décririez le village de La Bourgonce aujourd'hui ? Le village de La Bourgonce, bon, je l'ai connu puisque j'ai 74 ans. Je suis né ici, hein, juste à côté. J'ai vu l'évolution et quand je suis passé maire après 2 mandats de conseiller municipal, le maire a voulu quand même garder la commune de La Bourgonce puisqu'on était 350 habitants. On est presque 1000 aujourd'hui. En 1970, 350. On a fait 5 lotissements. Et il y a encore une école, en tout du moins une partie, parce que vous êtes un RPI. Alors, sur la commune, nous avons un RPI. Nous avons été le 4e du département il y a une trentaine d'années. Et nous avons encore 150 enfants pour les 3 communes avec la salle et non-baptise. Dans toutes les maternelles ici. Pour conserver nos enfants, il fallait suivre l'évolution aussi. Les parents nous demandaient des cantines, garderies, des mercredis récréatifs et la cantine surtout. Donc, bien sûr. Nous avons créé une cantine. D'un point de vue économique, d'un point de vue associatif, comment se porte le village ? Alors, point de vue associatif, on a un président du comité des fêtes, puisqu'on a un comité des fêtes, président dynamique, ainsi que son bureau. Ils sont toujours prêts à animer la commune. En termes d'associations, donc on a parlé du comité des fêtes, il y a aussi des associations sportives. Alors, associations sportives, on a un club sportif, le foot, il y a du hand, il y a du tennis de table, il y a un club de marcheurs. C'est important, ça permet de fédérer ces associations. Et tout le monde participe, bon, si ce n'est pas un endroit, c'est un autre. Un club informatique, on a... il y a de quoi faire, d'un point de vue sportif, d'un point de vue culturel. Voilà. D'un point de vue économique maintenant, il y a une épicerie, notamment dans le village, qui est en gestion. Voilà, alors on a une petite épicerie, puisque un certain temps, il y avait les marchands ambulants qui passaient, qui tournaient, qui s'arrêtaient dans les maisons. Et puis, un jour, plus rien. On a mis un local à disposition. Bon, c'est une petite épicerie de dépannage. C'était un gars qui passait avec sa camionnette, qui avait un lieu fixe là, donc qui était là. Et surtout, on a cette place qui est équipée aussi avec une aire de vidange de camping-car. Hein. Et les camping-caristes qui sont là, qui passent la nuit, le matin, c'est croissant, café, le pain. Ouais, est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à La Bourgonce aujourd'hui ? Ah pourquoi ça n'irait pas? Surtout une belle journée comme ça. Si, tout va bien, mais bon, c'est comme dans toutes les communes, hein, il y a toujours des mécontents. On va faire un point sur les projets peut-être pour terminer. Une MAM notamment, qui est le gros projet. Voilà, alors le gros projet, c'est la MAM justement, puisqu'on veut conserver nos écoles. Quand on voit que l'an dernier, il y a encore 70 postes qui ont été supprimés et tout, nous on veut garder absolument nos écoles. Donc essayer de garder les enfants sur place. Donc il y a 3 mamans du village à côté qui sont venues nous trouver pour voir si... Et là, bon, tout de suite, on était d'accord. On avait un terrain justement juste à côté de la mairie, mais ça va être l'idéal. Donc le permis est accepté, on lance les appels d'offres et normalement en fin d'année, ça sera opérationnel avec 3 mamans, 12 enfants. Merci en tout cas Denis pour votre accueil. Nous on part à la rencontre de Michèle auprès de ses ruches. Michèle et son mari ont décidé il y a quelques années de se lancer dans l'apiculture. Passionnés par les abeilles, ils disposent
aujourd'hui de près d'une cinquantaine de ruches réparties sur différents secteurs. Il propose du miel de fleurs, de sapins et de forêts. Michel, merci de nous accueillir. Nous sommes à quelques mètres seulement d'une partie de vos ruches. Alors on est début juin au moment où on enregistre cette émission. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui? Comment se portent vos ruches à ce stade? À ce stade, nos ruches commencent à se développer parce que la saison apicole dans les Vosges démarre très tard. Et comme il a gelé il y a encore quelques jours, les colonies, pour qu'elles se développent, il faut qu'il y ait du chaud. Et du coup, elles commencent à se développer, à remplir les hausses. Donc voilà. On est sur la bonne voie, on est sur le... Bon, on va croiser les doigts. Hein. Mais oui, pour l'instant, il faudra qu'il pleuve pour que les fleurs poussent. Mais... Ça devrait aller. Alors on parle beaucoup de dérèglement climatique en préparant cette émission. Je me suis rendu compte que voilà, ce n'était pas forcément quelque chose que vous affectionnez. Mais pour vous, quel est le problème aujourd'hui par rapport aux ruches? Parce que voilà, on parle de dérèglement climatique, on parle de réchauffement climatique. C'est un problème plus profond pour vous aujourd'hui? Ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on empoisonne les ressources naturelles. On empoisonne l'eau, on empoisonne l'air. Et donc, tout le vivant est impacté, y compris les abeilles. Ensuite, l'électrification de la Terre, les antennes 4G, 5G, c'est prouvé aujourd'hui par des centaines d'études que la disparition d'une bonne partie de vivants est liée à cette électrification. Donc, le problème est ailleurs que le réchauffement, il faut prendre soin de la nature, se reconnecter à elle et regarder ce qui ne va pas et vraiment faire des recherches là-dessus. Donc on sent bien qu'on est sur un problème plus profond. Alors vous aimez parler de gardiens du vivant quand vous parlez des apiculteurs. Comment aujourd'hui, selon vous, chacun peut peut-être participer à cette sauvegarde du vivant? Alors très simplement, déjà en n'utilisant plus des pesticides dans les jardins. Ensuite, planter des arbres. Si on enlève toutes les haies, si on enlève les arbres, forcément il y a moins d'abeilles. Vous avez des ruches un petit peu dans différents secteurs. L'idée, c'était d'avoir un miel différent tout de même? L'idée, c'est d'avoir un miel différent, mais c'est surtout aussi vérifier les ressources nectarifères et mellifères pour les abeilles. Les abeilles, en fait, ont besoin de nectar. Et le nectar, elles vont le transformer en miel en le passant de bouche à bouche. Il faut savoir que dans une colonie d'abeilles, il n'y a pas de chef. C'est ça qui est génial et les êtres humains ont beaucoup à apprendre dessus. Parce que il y a 3 classes d'abeilles dans une ruche. Il y a la reine, il y a les ouvrières, il y a les faux bourdons. Sans reine, pas de colonie, parce que la reine... elle, une fois fécondée, elle pondra 2000 œufs par jour. Quand est-ce que se passe l'extraction du miel? L'extraction du miel, l'apiculteur regarde soit avec un réfractomètre, ça permet de mesurer le taux d'humidité dans le miel. Donc on met une goutte sur le réfractomètre pour savoir le taux d'humidité et s'il est bon, on le récolte. Sinon il y a une autre solution, on prend le lève-cadre, on pique avec et on tire. Et si le miel tire un fil, c'est qu'il est mature en principe. Après, faut savoir que le climat, encore une fois, joue là-dessus. Parce qu'il faut le récolter quand le taux d'humidité est bon, parce que sinon, il va fermenter. Donc après, vous pouvez faire de l'hydromel. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir partagé un bout de votre passion. Nous continuons notre découverte du village. Nous allons à la rencontre de Julien dans sa brasserie. Les premières bières brassées à la brasserie du Tonnet remontent au mois de septembre 2018, mais l'histoire a débuté bien avant. Amateur, passionné de bière, Julien a décidé de faire de sa passion son métier. Julien, merci de nous accueillir. Alors devant la brasserie du Tonnet, depuis le 2018, je le dis, la brasserie existe, mais c'est une histoire qui date de bien plus longtemps pour vous. Pratiquement pas loin de 10 ans déjà. Après, avant c'était une passion, petite quantité en 20 litres, et puis c'est devenu de plus en plus gros, et voilà, maintenant on est à 2500 litres par mois. Ah oui, c'est déjà conséquent. Alors vous brassiez pour vous, pour les amis, pour la famille, c'était un petit peu ça l'idée? Oui, c'était surtout pour ça, oui. C'était une passion, donc les amis, bien souvent, on faisait des petites soirées, petites dégustations. Et vous avez appris comment? Sur le tas. Sur le tas, en lisant des livres, et puis en apprenant de ses erreurs. Quelles sont les grandes étapes alors? Une grande étape, en gros, c'est une grosse infusion avec du malt, qu'on laisse infuser, après on filtre, après on passe à l'ébullition, en clair, enfin vraiment... C'est vraiment les grandes étapes, bien sûr. On rajoute le houblon, on refroidit, on envoie dans la cuve de fermentation, on rajoute la levure et on attend un mois. C'est ça, donc il se passe un mois, c'est ça le délai entre le début et puis... Et puis la fin. Faut être patient. Voilà. Et les matières premières, elles viennent d'où alors, Jean? Alors le malt vient de Belgique, les bouteilles viennent des Vosges et le houblon par contre partout dans le monde. D'accord, il n'y a pas de... Non, justement pour avoir des bonnes variétés, des parfums différents. Quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous n'avez pas été effrayé par le marché vosgien de la microbrasserie? Non, parce qu'au début c'était pas pour faire un métier. À l'origine c'était juste pour faire une passion qui grandit un peu. Puis comme j'avais un double emploi, c'était juste un complément. Et puis en fin de compte, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de place, et il y a encore beaucoup de place. Donc du coup, j'ai pu agrandir la brasserie et puis quitter mon ancien emploi pour me mettre à plein temps. D'accord, donc c'est qu'il y a de la place pour tout le monde finalement. Oui. En tout cas, il y en a encore. Qu'est-ce qui fait une bonne bière pour vous? La qualité.
Donc des matières premières? Matière première déjà, la quantité aussi, il ne faut pas dire ah, bah, je vais faire une bière de soif qui va faire 3-4 degrés pour en vendre 2 au lieu d'une. Il vaut mieux en faire une bière qui fasse 6-7 degrés, mais qui ait du goût. Combien de bières vous proposez aujourd'hui? À l'année 6, 3 en permanent. Après il y a la bière de Noël, la bière de printemps, enfin la bière de saison, et la blanche l'été. Et sinon maintenant, toute l'année, il y a des bières éphémères. Cette année, là, il y a la bière au bourgeon de sapin qui va ressortir le mois prochain. Il y a une nouvelle blanche, une nouvelle blonde aussi qui vient de sortir aussi, un peu moins amère. Et puis quand ça me botte, je trouve des nouvelles recettes et puis c'est parti. C'est ça, on se laisse aller finalement Oui, voilà, au oui. fil des envies. Vous avez eu des demandes peut-être particulières de personnes qui auraient aimé que vous alliez vers un type de bière Oui, j'en ai sorti une pour un client l'année dernière, une Suro bergamote. que vous avez commercialisée ensuite dans votre gamme? Non, elle était c'est juste pour lui, vraiment- mais cette année, elle va ressortir dans ma gamme. Ah, donc ça fait mûrir Oui, des oui. projets. Là, l'idée, c'est d'agrandir encore la quantité de bières par an. Pour Comment l'instant, c'est? là, on est limité. Enfin, je suis limité parce que la brasserie est trop petite. Mais par la suite, dans quelques années, pourquoi pas, oui. Aujourd'hui, vous travaillez avec qui? Particulier, professionnel? Beaucoup de professionnels et un petit peu de particuliers. Là, les professionnels, ça passe par... Les bars, restaurants, petites épiceries fines, pas de grand commerce par contre, ça ne m'intéresse pas. Sur Ok. 2500 litres qui sont brassés ce mois-ci, il y a 750 litres qui partent en canette pour la vente aux particuliers et un peu pour les professionnels. Et beaucoup de fûts, là il y a 1750 litres qui partent en fût. Donc il y a 750 litres qui partent en Alsace, il y a 600 litres qui partent à la Bourgonce pour les feux de la Saint-Jean. Et après, les mariages, tous les petits événements comme ça, quoi. Et là, on parlait du degré tout à l'heure. Vous, vos bières, donc, c'est entre combien et combien? Là, cette année, entre 5 degrés et 9 degrés. D'accord. Et on peut les retrouver où? Alors, le particulier qui a envie, hormis les épiceries fines, où est-ce qu'on peut retrouver vos bières? Directement Ici, chez vous? oui, on peut venir ici directement à la brasserie. Eh bien, écoutez, on reviendra alors. Il n'y a plus qu'à déguster. Merci Oui. beaucoup, Julien, Mais pour de votre accueil. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.